Bonjour. Hervé Coudray, vous avez commencé votre carrière en tant que joueur à l'AGL, l'Avant-Garde laïque de Fougères. Donc tout d'abord, c'est le seul club où vous avez joué à ce niveau-là. Ensuite, vous avez décidé de prendre en main l'équipe senior, donc en tant qu'entraîneur. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations pour d'avoir voulu prendre le groupe en main et commencer une carrière d'entraîneur? En fait, bonjour à tous. C'est un petit peu particulier parce que je suis né dans une famille de basketteurs. Mon père était international et très tôt, j'ai noyé, enfin, ou j'ai nagé dans le basket. C'est un club auquel j'attache beaucoup d'importance. La bonne preuve, c'est qu'il y a 15 jours, j'étais encore en train d'aller voir un match. J'ai commencé dans ce club. Quand je vous dis que c'était un club très familial, puisque j'ai joué avec mes deux frères et avec mon père, on s'est retrouvés dans la même équipe. Et puis j'ai failli être recruté par un club de Pro B, puis ça s'est pas tout à fait fait comme on le souhaitait. Et on a décidé de faire monter ce club-là. Et quand j'ai fait monter, enfin en tant que joueur, on a fait monter un petit peu le club. On est arrivé en National 3. Et là, les personnes qui entraînaient l'équipe avaient des problèmes de disponibilité. Et donc, en fait, j'ai fait le choix d'être entraîneur-joueur de cette équipe. D'accord. Euh, vous avez évoqué juste avant le début de la conférence, vous avez été cadre technique, pardon. C'est quelque chose que vous faisiez en même temps lorsque vous étiez entraîneur-joueur au club? Ouais, en fait, j'étais cadre technique auprès de la Fédération française de basket, ce que les gens appellent conseiller technique sportif, où vous êtes fonctionnaire du ministère Jeunesse et Sport. J'ai fait un petit peu comme vous. J'ai un parcours où j'ai fait, à l'époque, c'était l'UER2PS, qui est les antécédents de l'UFR STAPS. Et à l'issue de ma quatrième année, j'ai passé et le professorat de PS et le professorat de sport, et j'ai été reçu au professorat de sport. Donc je suis fonctionnaire du ministère Jeunesse et Sport. J'ai travaillé 9 ans pour la Fédération française de basket en tant que CTR, où je détectais et je sélectionnais les meilleurs jeunes de Bretagne. Et je m'occupais des équipes nationales parce que j'avais beaucoup de missions sur les équipes de France, de jeunes filles en particulier, et seniors, puisque j'ai fini avec l'équipe de France senior. Et justement, pour enchaîner sur votre carrière majoritairement tournée vers le basket féminin, c'était une volonté de votre part de vous concentrer uniquement sur le basket féminin après votre début de carrière à Fougères? Pas du tout. Je crois que la vie est faite de rencontres. La première rencontre, je suis étudiant en STAPS et puis un de mes professeurs est dirigeant du club de basket de l'Avenir de Rennes, parce que vous faites référence à l'Avenir de Rennes. Et il cherchait un entraîneur et il m'a sollicité. Donc ça s'est passé comme ça. J'y suis d'abord resté une première fois 9 ans et j'y suis revenu 3 ans après avec un intermède d'une année et demie chez les garçons en Pro B à Saint-Brieuc. Et puis, quand je vous parle de rencontres, à l'époque de Rennes, l'année de la montée de Mondeville au plus haut niveau, on bagarrait avec cette équipe-là. C'était ou Mondeville ou l'Avenir de Rennes. Et puis le président de l'époque, qui a été le président longtemps de l'Avenir de Mondeville, Daniel Dufour, a pensé à moi au bout d'un moment lorsqu'il a choisi de changer d'entraîneur. Et c'est pour ça que j'ai encore fait une première fois 5 ans, plus un an à Valenciennes, plus encore une autre fois 5 ans à Mondeville. Ça veut dire que j'ai une étiquette d'entraîneur de basket féminin au départ, même si depuis 3 ans je suis chez les garçons. Justement, vous avez décidé de revenir entraîner un club masculin, de dénoncer au club professionnel pour le haut niveau, enfin amateur. Pourquoi? En fait, pourquoi c'est quand vous êtes entraîneur, le plus important c'est le projet. Et il y avait réellement un projet sur le club du Camp Basket Calvados, qui avait connu le plus haut niveau français, la Coupe d'Europe. Et il y a 3 ans, puisque c'est ma troisième saison, Nicolas Batum, qui est un joueur de Charlotte maintenant, après avoir été à Portland, mais a surtout commencé le basket dans la région, puisqu'il était sur Pont-l'Évêque, et a joué au basket à Caen, et avait la volonté de donner un coup de main au club qui l'avait aidé. Et lorsque je suis parti de Mondeville, Nicolas m'a téléphoné pour me demander, non pas au départ de venir avec lui pour coacher, mais de le mettre en relation avec des partenaires qui étaient un petit peu en rupture au même niveau que moi avec le club de Mondeville par rapport
à un projet qui allait être moins ambitieux. Et donc j'ai fait l'intermédiaire pour le mettre en relation avec ses partenaires. Et plus tard, un petit peu plus tard, au mois de mai, ils m'ont sollicité pour que je prenne que je prenne en main cette équipe. C'était certainement pas un niveau professionnel en National 2, même si tous les joueurs de notre équipe étaient professionnels et qu'on s'entraînait autant qu'une équipe d'Euroleague. Enfin, moi, j'avais connu l'Euroleague avec les filles et on s'entraînait autant. Et c'est ce qui nous a permis d'accéder la saison dernière en National 1 avec une saison. Une première saison où on avait fait une très très grosse saison puisqu'on avait gagné 25 matchs sur 26 et puis on avait échoué en play-off. Euh, mais, euh, mais ça nous a permis de ne pas faire les mêmes erreurs sur la deuxième année. Et là, en National 1, même si on est au troisième niveau, c'est un niveau professionnel. Les joueurs sont professionnels. On joue à certains moments 2 fois par semaine. Et c'est un niveau qui est intéressant parce que vous jouez sur le secteur national. Il y a de National 2 où vous êtes 4 poules de 14. Là, vous passez à une poule de 18. Et c'est un niveau qui est intéressant. D'accord, dernière question. Lorsque vous étiez à Mondeville, vous avez été élu à 2 reprises meilleur entraîneur du championnat, ainsi que vous avez été finaliste de la Coupe de France. Et où vous êtes qualifié pour l'Euroleague. Quel regard portez-vous justement sur cette réussite? Grâce à quoi? Forcément de la performance, etc. Mais pour vous, quelle était la clé du succès? La chance. La chance? Non, je crois que c'est... Vous savez, c'est être au bon endroit au bon moment déjà. J'ai eu la chance d'être soutenu par les dirigeants et les partenaires. J'ai eu la chance de croiser des joueuses qui ont adhéré à mon discours. Et j'ai sans doute apporté aussi quelque chose. Je crois que quand vous êtes entraîneur, c'est d'abord donner de sa personne, être capable de vous investir à fond, de croire dans ce que vous faites. D'avoir confiance en vous et faire confiance aux gens qui travaillent avec vous. Et je crois que oui, je suis fier quand même non pas des titres personnels, mais plutôt du parcours. Pour une raison qui est simple, c'est que à Mondeville, on n'a jamais eu le plus gros budget du championnat et on a réussi à atteindre l'Euroleague. Et l'Euroleague, c'était les 21 meilleures équipes européennes. Et quand vous savez qu'il n'y a pas de championnat aux États-Unis à la même époque, vous jouez contre les meilleures joueuses mondiales, voire Diana Taurasi, Candace Parker, qui sont 2 des meilleures joueuses mondiales jouées contre Mondeville. C'est quelque part un succès et ça a fait connaître Mondeville, non pas simplement en France, mais aussi au niveau de l'Europe. Merci. Merci beaucoup, Hilde. Hervé, je vais prendre la suite pour aborder cette fois une autre dimension de ton travail. Là, on vient de parler de ton parcours. C'est la façon dont tu travailles. Alors, nous, on vient de la filière management du sport. Ça veut dire que les étudiants ici, et je suis aussi dans ce cas-là, finalement, tout ce que l'on sait de ce qu'est un entraîneur, c'est ce qu'on en voit dans la presse, dans les interviews, etc. Ou éventuellement au cinéma ou dans les séries télé. Donc, histoire d'avoir un regard un petit peu décalé, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est de te soumettre à des extraits vidéo et de voir par rapport aux situations, comment toi, est-ce que tu réagirais aussi pour toi, tu considères que ça évoque un petit peu ton métier. Tu as évoqué tout à l'heure ton discours ou ton projet de jeu et finalement la meilleure façon d'incarner cela, voilà, c'est toi ici. Je préfère vous mettre en garde tout de suite. Vous n'avez pas les yeux de tueur que vous aviez la semaine dernière. C'est ça qui nous a fait gagner la semaine dernière. Qu'on n'avait pas envie de perdre un duel, qu'on avait la rage de rattraper la connerie qu'on avait faite à Lorient. Et ça, je vous ai déjà dit que c'était bien, mais ça ne devait pas durer 24 heures, ça ne devait pas durer un match. Mettez-vous tout de suite en mode dureté, tout de suite intensité en défense, parce que c'est la clé de ce soir. C'est une équipe qui peut shooter de partout. Il faut vraiment qu'on soit tout de suite dans la densité physique, dans l'impact. Donc là, on a vu un extrait sur un avant-match à Gravenchon. Voilà, c'est indiqué ici. Donc on te voit exercer ton métier, tu diffuses la parole aux joueurs, on voit au mur les schémas tactiques. Simplement, d'une façon assez générale, finalement, comment est-ce que tu définirais ta fonction? En fait, le rôle d'entraîneur, il est simple et complexe à la fois. Il est simple parce que
j'oserais dire, faire jouer une équipe ensemble. C'est du basket, et il suffit de chercher un peu dans les bibliothèques, vous avez des livres de basket. Ce qui est un peu plus difficile, c'est d'arriver à choisir, si on choisit un système, qui colle parfaitement aux joueurs. Ça, c'est une première chose, mais j'oserais dire ça, c'est simple. Le plus compliqué, et là l'extrait il est significatif, c'est qu'un entraîneur, il doit toujours être capable de surprendre pour que les gens ne tombent pas dans une monotonie. Et là le moment, vous imaginez le contexte, c'est qu'au match aller, on avait perdu contre Lorient, et qui était quelque chose d'important parce qu'on voulait vraiment monter, c'était la deuxième année là. Et puis juste derrière cette défaite, j'ai tendance à dire que derrière chaque défaite se cache une victoire. Là, il y avait eu la réaction d'orgueil et on avait fait un gros match. Et derrière, vous enchaînez, donc là, vous gagnez ce match-là. Et derrière, vous jouez une équipe comme Gravenchon, qui est une équipe relativement modeste. Et le danger, c'est justement que votre équipe, elle se laisse un petit peu aller. Donc il faut que vous arriviez tout le temps à trouver quelque chose qui peut impacter les joueurs, ou dans leur orgueil, ou dans l'idée de la vigilance. Alors vous le faites toute la semaine, mais il faut aussi le rappeler à quelques secondes du début du match, quoi. Et donc c'est simple et complexe parce que quand vous jouez tous les 3 jours, il faut arriver à trouver un angle d'attaque qui soit un petit peu différent. Sans ça, c'est plus marrant. Je ne sais pas si dans les extraits, il y aura peut-être que celui-là, d'ailleurs, il n'est pas sorti. Je me souviens d'un des briefings d'avant-match, et en particulier du match de play-off. De la première année, où le premier match on le perd après prolongation, le deuxième match qui est un match coup près, et ça tombe au moment, en fait vous cherchez un point d'accroche qui peut vous tomber comme ça dans la réalité, et une des réalités c'était par rapport au timing, je crois qu'on était au moment de l'anniversaire du débarquement. Et en fait, comme j'ai une connotation un peu du basket américain dans l'équipe, puisqu'il y avait 3 ou 4 joueurs qui étaient d'origine américaine, l'idée c'était de dire attention, vous êtes dans un pays pour qui le basket, pour qui les Américains sont des gens importants. Ils nous ont libérés. Il y a des gens de chez vous qui sont décédés. Et il ne faut pas qu'on les déçoive, quoi, en fait. Et donc vous essayez de trouver des petites choses comme ça. De temps en temps, c'est par la lecture. De temps en temps, c'est un moment de la vie de tous les jours qui vous fait vous donner le point d'accroche pour arriver à stimuler ou à mobiliser l'équipe le mieux possible. Alors, précisément, du coup, je vais essayer de le lancer tout de suite parce que c'est cet extrait-là qui est assez célèbre. Voilà, Al Pacino. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get it kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I threw away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean,
one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast. Je vous laisserai découvrir la suite de l'extrait qui est réputé être le motivational speech le plus célèbre du cinéma américain. C'est un film d'Oliver Stone, L'Enfer du dimanche. Dans cet extrait, me semble-t-il, il y a au moins deux choses intéressantes. La première, est-ce que ce serait juste de dire que ton métier, ce n'est pas tant de la tactique que ce que tu évoquais tout à l'heure, de détruire une certaine forme de routine pour à chaque fois essayer de remotiver tes joueurs match après match. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que tu fais pour transmettre une énergie. Ce que dit Al Pacino dans l'extrait, c'est que lui, il voudrait bien être sur le terrain, il peut pas, il est trop vieux et tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de motiver un petit peu ses joueurs. Donc, est-ce que ça fait partie de ton métier en fait? Tout à fait, et ça fait partie des exemples où souvent, avant des matchs importants, c'est sans doute un des extraits que je me repasse. Et même si, enfin, je ne sais pas si tout le monde parle parfaitement l'anglais, mais même si vous ne comprenez pas l'anglais, simplement les yeux, la façon dont il transmet, la voix, ça vous transmet déjà l'énergie qu'il a besoin d'avoir de son équipe. Et plus souvent encore que les mots que vous transmettez, c'est la façon dont vous le transmettez. Vous voyez, je suis en train de vous parler, je suis assis sur une table, c'est pas la meilleure façon de vous motiver. Quelqu'un qui serait assis par terre, vous l'écouteriez à peine. En fait, quand vous êtes coach, vous prenez un costume. Et le costume que vous avez, il doit être à votre bonne taille. Si vous arrivez avec un costume qui est trop grand, vous n'écoutez pas. Et en fait, c'est ça. Et Al Pacino, il le fait magnifiquement. C'est que sa voix, les mots, ils sont pesés les uns après les autres. Le rythme est important. Et en fait, c'est ça. Vous savez, quand vous êtes coach, quelque part, vous êtes aussi un acteur. Vous êtes un acteur pendant le match, parce qu'à certains moments, vous allez chercher à influencer un peu l'arbitre, à faire en sorte qu'il vous donne le coup de sifflet qui peut peut-être vous faire gagner. Mais vous êtes aussi un acteur ou un chef d'orchestre par rapport à votre équipe ou par rapport aux musiciens que vous avez devant vous, en fait. Et ça, c'est bien. Enfin, il y a deux, trois, si vous tapez motivation, match, comme ça, il y a deux, trois extraits, dont celui-là. Enfin, il y en a deux ou trois que moi j'ai l'habitude de me remettre parce que ça vous met dans l'ambiance, en fait. C'est au même titre que moi je motive mon équipe. En regardant ça, moi ça me motive pour essayer de coller un petit peu à ce que je souhaite être en tant qu'entraîneur. Alors j'ai pas pu mettre tous les extraits où il y a de la motivation, mais vous irez voir Coach Taylor de Friday Night Lights, ça marche aussi très très bien. Quand tu es dans le statut de coach, tu dois exercer une forme d'autorité sur ton groupe de façon à ce que ton message soit le mieux écouté. Ça m'a inspiré un deuxième extrait pour voir finalement comment est-ce que tu cherches à imposer cette forme, alors non pas de domination, mais en tout cas que le message descendant soit... alors je te vois sourire, j'imagine que tu... You will be winners. If you listen and learn, you will win basketball games. And gentlemen, winning in here is the key to winning out there. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average. You will attend all your classes, and you will sit in the front row of those classes. Yo, this a country-ass nigga, dog. Excuse me, did you say something, sir? Worm was wondering, are you some country church nigga with your tie on and all that? Right. That's what you trying to say, right? And what is your name, sir? I'm Timo Cruz, sir. Well, Mr. Cruz and Mr. Worm, what you should both know is we treat ourselves with respect. We don't use the word nigga. Are you some preacher man or some shit? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Oh, I live in this neighborhood, sir. Sir, can you believe this uppity Negro? Sir. Okay, Mr. Cruz. Leave the gym right now. For what? I'll ask you one last time to leave the gym before I help you leave. Before you what? Do you even know who I am? From what I can see, a very confused and scared young man. Scared of who? Scared of you? I'm supposed to be scared of you? Nigga, I ain't scared of nobody. I would lay your ass out. I don't think so.
Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. Voilà la réplique. Je ne suis pas enseignant, je suis le nouveau coach de basket. Alors, je ne sais pas si tu seras en mesure de faire la même chose avec Anka Skill, etc. Mais, mais as-tu par exemple demandé un joueur de quitter l'entraînement, ou est-ce que de temps en temps, lorsque tu sens que le groupe est pas motivé, alors il y a les structures il y a les tactiques classiques, tu casses le plus fort. Est-ce que c'est des choses que tu dois utiliser? Ça t'arrive d'imposer ta suprématie sur tes joueurs de cette façon? Alors, pour être très clair, ça m'est arrivé, mais pas qu'avec des garçons. Ça m'est arrivé aussi avec des filles. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord, il faut que vous ayez un respect des joueurs, et dans un sens comme dans l'autre. Le coach, il respecte les joueurs, mais ça doit être dans les deux sens. Et si vous ne vous laissez plus, si vous n'êtes plus respecté par une personne, le groupe il attend justement aussi que vous agissiez. Et parce que s'il y en a un qui fait un petit peu ce qu'il veut, pourquoi lui on le laisserait faire alors que nous on nous laisse pas faire? Donc en fait il faut arriver à avoir je vais dire un impact important sur le groupe. Ok, il faut à certains moments laisser des espaces de liberté, mais il doit y avoir des rails de mise dans le mode de fonctionnement. Simplement, les règles de vie, que ce soit à l'entraînement ou à l'extérieur, il est hors de question qu'un joueur arrive en retard à un rendez-vous, par exemple, et ça doit être ou sanctionné ou au moins, je ne vais pas dire réprimandé, mais ça doit être la remarque, elle doit être faite pour que justement ce ne soit pas... je disais un extrait du nouveau coach de Limoges, par exemple, où il leur demande de manger ensemble le petit déjeuner, et il disait on ne fera pas pendant 1h30 lors d'un match les choses ensemble si on ne fait pas autre chose dans la journée. Ben voilà, il y a un dress code, par exemple, lorsqu'on est en déplacement, et ben c'est l'idée de montrer que le plus important c'est l'équipe, et c'est le fait que j'ai envie de montrer que j'appartiens à cette équipe-là. Et ça, c'est plus important que c'est mon t-shirt vert, c'est celui que je préfère. Je le mets et je pense d'abord à moi plutôt qu'à l'équipe. Alors, lorsqu'on te connaît, on sait que tu es un travailleur acharné. Je te vois souvent compiler, t'inspirer, regarder des vidéos. Alors, c'est pas le plus grand film du cinéma, quoique on pourrait en discuter. All right, this is it. Okay. This is the play. This is the play. This is the play. Okay, the quarterback. 2 receivers lined up to the left, 1 to the right. There's a flanker lined up to the left, behind the quarterback. Oh, yeah. Now, he gives the ball. No, he doesn't. He doesn't get the ball. The receiver goes all the way over there to the left. Once the quarterback has the ball, he fakes to the left. No, he fakes to the right. He doesn't fake. He thinks about fake. He pretends to fake. I don't know where I am. I can't breathe. Oh, this room is getting small. En fait, ça m'a fait un petit peu penser à toi, parce que je te vois souvent regarder des vidéos tactiques, etc. Enfin, quel est un petit peu, parce qu'on est aussi là pour parler de ça, mais ton style de jeu et tes sources d'inspiration? En fait, vous savez, quand vous êtes entraîneur, autant on a nos parents biologiques, on a nos parents spirituels. Et moi, d'abord, mes premiers parents spirituels, c'est des gens qui m'ont formé. Alors, je pourrais vous parler de mon père, qui a été mon premier entraîneur. Mais après, j'ai été influencé par, je vais dire, 5 coachs. Le premier qui est la personne avec qui j'étais assistant sur les équipes de France, là, Jacques Verneret. Une personne... que j'aurais dû citer même avant, c'est l'ancien cadre technique en Bretagne qui m'a formé en tant que joueur d'abord, et puis qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir entraîneur, et puis j'ai travaillé avec lui en tant que cadre technique. Et puis je suis influencé par le basket américain, parce que je passe mes étés aux États-Unis pour voir du basket américain, pour voir des entraîneurs américains, parce que je pense qu'on n'est jamais on n'est jamais entraîneur et on a abouti le maximum. Je pense qu'on peut toujours évoluer, et le fait
de voir des gens travailler, ça vous donne, ou ça vous inspire, ça vous donne d'autres idées. Je pense au coach de Washington Mystics maintenant, qui est un coach de filles, mais comme moi, lui il a fait l'inverse, il a commencé chez les garçons, puisqu'il a été assistant aux Lakers, il a été assistant à Chicago, il a été assistant à Milwaukee Bucks, et Mike Thibault, puisqu'il s'agit de lui, a été coach de l'année en WNBA, il a été assistant de l'équipe nationale américaine filles, et c'est une personne humainement en or, et qui m'ouvre ses portes quand je vais le voir. Et la première fois où je suis allé, il est venu m'attendre à l'aéroport, il m'a donné un sac avec des équipements à l'époque il était à Connecticut, et puis je suis resté un mois avec lui, et il y a peut-être que le premier entraînement où j'étais dans les gradins, après j'ai été sur le terrain avec lui, et ça c'est des choses qui sont intéressantes pour un coach. Je regarde beaucoup de basket, je regarde beaucoup de matchs, les matchs Euroleague, les matchs de NBA en particulier lorsque c'est les matchs de playoff, parce que là le basket il est un petit peu plus léché, mais l'Euroleague garçon en ce moment m'influence plus particulièrement. Me semble-t-il, dans le basket, mais surtout comme dans tous les autres sports, il y a peut-être deux genres de coachs. Il y a ceux qui viennent avec leurs idées, leur système. Pour les footballeurs, ce serait Giroud avec l'inévitable 4-3-3. Dans le basket, ce serait Phil Jackson avec l'attaque en triangle. Et puis il y a ceux qui vont dire moi je vais pas partir de mon système, je vais partir des joueurs que j'ai sous la main pour essayer de bâtir précisément ce système. Tu te situerais où, toi Quand vous êtes à la place de Phil Jackson, c'est un petit peu plus facile, parce que vous pouvez aussi choisir exactement les joueurs qui correspondent à votre système. On est obligé de faire un petit peu des deux, parce que à certains moments je voudrais avoir n'importe quel joueur à ce poste-là, sauf que mon budget ne me permet pas forcément d'avoir ce joueur-là. Donc vous êtes en train d'adapter, et l'idée c'est d'utiliser le meilleur de chaque personne et d'arriver à trouver quelque chose où tout le monde y trouve un intérêt de faire ce que vous lui demandez. Et pourquoi? Pour se mettre en valeur lui et mettre en valeur l'équipe. Donc vous êtes en train de naviguer. Alors vous avez un peu votre philosophie. Les gens qui me connaissent savent que par exemple je fais très très peu de zones. Et cette année j'ai plutôt une équipe, pour simplifier, j'ai plutôt une équipe de blanc qu'une équipe de black. Et où on est plutôt dominé dans la dimension athlétique. Et ça veut dire que si je joue que en défense individuelle ou homme à homme, je peux être en difficulté. Et là, depuis cette année, je me suis un peu adapté, et j'ai fait en sorte de développer des qualités, parce que même si on n'est pas athlétique, on est plutôt grand, puisque j'ai un meneur de jeu qui fait 1m92. Or, ces postes-là, habituellement, c'est plutôt des gens qui font aux alentours d'1m80, 1m85. Et donc, on fait un peu de zone, parce que notre faiblesse athlétique est aussi une force avec notre taille. Et en défendant en zone, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Je crois que Giroud, s'il avait eu d'autres joueurs, il aurait peut-être fait autrement aussi. Alors, pour l'instant, on est en train d'essayer de parler de ton métier quand tout se passe bien. Tu as un système, tu as des joueurs, tu as un discours à faire passer, etc. La prochaine... Ça, est-ce que par exemple c'est une réaction que tu peux avoir? Donc c'est le film Blue Chips avec Nick Nolte, Shaquille O'Neal et Aferni Hardaway, les plus vieux connaîtront. How bad can it get? Just how goddamn bad can it get? This is by far the worst team that has ever sat in this locker room. You son of a bitches! You don't deserve a locker room! You don't deserve a locker room the way you're playing this year! You should be playing without uniforms! You should be playing with jock straps! God damn it! Every time we get ready to play, I just want to throw up. I'm goddamn sick of watching you guys play! There's not one of you that's learned how to win! We got hammered the last 4 games! And it stops! Right now! If you keep playing the way you're playing, we're going to get our ass beat again tonight. So depressed, I don't even want to talk about it. I'm through fighting, you sons of bitches! You're the dumbest team I ever coached. You guys think of something. Cette question assez simple, est-ce qu'à un moment la colère peut être une méthode de management et finalement aller chercher la réaction de ces joueurs de cette façon-là, c'est constructif?
Ou ça dépend de ton tempérament à toi et ça dépend aussi de la façon dont tu perçois ton groupe? En fait, ça dépend de quel rôle vous avez envie de tenir. Je crois que vous ne pourriez pas agir comme ça à chaque match. Voilà. Et il faut savoir que ce genre d'événement, c'est aussi une prise de risque importante. Ça peut m'arriver. Je crois que les gens qui ont suivi notre match contre Chartres, il y a pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, ou à domicile, où on a fait un non-match, où on perd de 20 points à domicile. J'ai pas réagi forcément comme ça le jour même, mais le lundi matin à 9h, lorsqu'il y avait vidéo, j'étais pas forcément très sympathique, au point de prendre mes clés et puis de les balancer par terre, et le porte-clés il s'est cassé, quoi, en fait. Donc ça peut arriver, sauf qu'il faut que ce soit des moments un peu précis et où vous attendez quelque chose de votre équipe. Vous savez, de temps en temps, c'est pas parce que vous criez qu'on vous écoute beaucoup plus. Donc voilà, ça peut-être pas de manière aussi excessive que ça, mais ça m'est arrivé bien évidemment. Ouais. Alors par exemple, quand tu dois rechercher la performance et que tu identifies des lacunes ou des défaillances, comme ça s'est passé il y a 15 jours, la façon dont tu vas réagir, tu vas nommer les joueurs, tu vas y aller en confrontation de façon individuelle, ou tu vas toujours dire c'est l'équipe, c'est le système? Non, d'abord, on ne peut pas agir de la même façon quand on a un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Je crois que, moi j'ai vécu une vingtaine d'années avec un groupe féminin. Les groupes masculins, vous pouvez aller beaucoup plus directement au but. Déjà, comment je fonctionne, par exemple pour le match de Chartres, j'ai passé mon dimanche à faire un montage vidéo et à cibler les 3 choses importantes. L'une qui était le repli défensif, 2 le manque d'intensité, et puis le 3e, je ne sais plus exactement, où on ne se passait pas la balle par exemple. Voilà. Et j'ai fait un montage vidéo, mais de toute façon, le montage, il montrait qu'une fois c'était Boris, une fois c'était Pierre, une fois c'était Jacques. C'était de manière générale, sauf qu'au moment de la vidéo, je ciblais la personne. En fille, il faut être un peu plus prudent dans tout ce que vous allez dire. D'abord, une fille aura du mal à accepter que vous la cibliez devant tout le monde. Il faudra mieux la prendre en 1 contre 1, de manière individuelle, de manière à lui dire les choses, et là elle aura moins peur de la vision des autres vis-à-vis d'elle-même, alors qu'en garçon, j'ai plutôt tendance à penser qu'ils attendent qu'on cible les gens directement. Je me souviens qu'au tout début, ma première année avec le CBC, où j'hésitais un peu à leur dire, et puis il y en a un qui me dit mais pourquoi tu dis comme ça, mais vas-y, n'hésite pas, tu peux nous dire clairement les choses. Et en fait, c'est pour ça que ça va être dangereux pour moi de revenir chez les filles maintenant. Et je l'avais déjà vécu parce que dans mon parcours, à un moment, j'ai passé 3 mois aux États-Unis à l'université de Marquette, et je m'occupais de l'équipe universitaire de garçons. Et puis je suis revenu à Noël et je me suis occupé d'une équipe de ligue féminine en filles. Et c'était clair que je paralysais les joueuses parce que je parlais, j'étais capable de les regarder dans les yeux et leur parler assez fort. Et là, si j'ai envie de revenir chez les filles, il faudra que je sois très prudent, et je ne suis pas sûr que maintenant ce ne soit pas trop tard. Alors, il y a quelque chose qu'on est obligé d'aborder. Alors pour contextualiser l'extrait qu'on vient de voir, notamment pour ceux qui viennent de l'extérieur, le CBC évolue en National 2, fait une saison régulière remarquable. Je crois que vous perdez qu'un seul match. Vous arrivez en play-off, vous perdez le premier match à l'extérieur. Après prolongation, vous parvenez à égaliser à domicile, et il y a le match en gagnant de 38 points. Voilà, il y a le match couperet. 2 jours après. Mené, vous remontez sur la fin, et là il y a le dernier shoot de la saison, de la phase finale à la dernière seconde, sur un mec qui en plus d'ordinaire n'est pas nécessairement hyper adroit aux 3 points, et ça rentre.
ça rentre et du coup vous n'êtes pas promu alors que vous étiez les meilleurs de la saison et on voit on a revu Nicolas Batum, on a vu Camille Eleka et d'autres joueurs effondrés et du coup qu'est-ce que tu fais dans la foulée pour essayer de surmonter ça? Alors c'est quoi, on laisse couler et le temps fera que ça va passer, on se remobilise, on essaie de trouver d'emblée les mots pour essayer de dire que ça va repartir, ça va aller? Oui, c'est pas des moments simples. Je crois que vous laissez parler votre cœur d'abord. Je crois que la réussite du CBC sur la deuxième année, c'est que tous les joueurs ont réagi de la même façon, avec la volonté de ne pas s'arrêter sur cet échec-là. Vous n'avez pas que les joueurs à remobiliser, vous avez aussi les dirigeants, parce que quelque part, même si on s'était donné 2 ans au départ, la partie de la saison qui nous avait amené à 25 victoires sur 26 matchs nous avait fait rêver qu'on était déjà en National 1. Et notre plus grosse erreur, ça a sans doute été ça a été de penser qu'on y était déjà. Tout le monde nous voyait en France, nous voyait déjà en National 1, et on s'est laissé surprendre. En plus, le contexte, on perd le premier match après prolongation à l'extérieur, on gagne le deuxième le vendredi de 38 points. Personne ne peut imaginer que le dimanche, vous perdiez ce match-là. Et puis, manifestement, devant plus de 3000 personnes, on est passé un peu au travers. L'enjeu a été plus important que... et notre manque d'expérience, en particulier sur des postes clés, nous a fait passer un peu au travers du match. On revient par miracle, parce qu'on est à moins 10, moins 15, je crois, à un moment. Et Boris Renaud fait un gros passage qui nous ramène. Et puis quelque part, même s'il n'avait pas marqué le panier, on n'avait pas encore gagné, c'était les prolongations. Ça aurait été compliqué. Comment on fait pour remobiliser, faire en sorte qu'on perd ensemble, on gagne ensemble, s'appuyer sur Nicolas qui a été aussi important pour remobiliser les troupes. Je me souviens de son intervention à la fin où il prend le micro et puis il dit qu'on reviendra plus fort l'année prochaine. Voilà, c'est des moments pas simples. Et puis c'est aussi à travers ces moments-là que vous vous construisez en tant que coach pour être plus fort l'année suivante. Par exemple, une des choses qui était importante, c'est quand vous jouez une saison après cette saison-là, la pression elle est encore plus importante. Et c'est l'une des premières fois où j'ai fait appel à un sophrologue pour préparer les joueurs de manière à préparer au mieux les dernières échéances. Pour me dire déjà moi-même, d'abord que moi j'en avais peut-être besoin aussi, et deux, que je voulais pas qu'on se reproche quoi que ce soit dans la préparation, y compris dans la préparation mentale. Donc oui, je pense que ces images-là, enfin moi je l'avais déjà utilisé pour la préparation des playoffs, c'est aussi à travers ces images-là ou ces moments-là qu'on a construit la montée la deuxième année. Et d'ailleurs, donc l'année dernière a été un succès puisque ça se termine par la promotion avec, comme tu le disais, peut-être plus de pression encore parce que le projet de club ne pouvait pas perdurer très longtemps avec des partenaires qui faisaient confiance, etc. Alors on en arrive justement, alors là pour le coup, à ça. Puis ouais, dans ce 21e siècle, donc je ne pouvais pas manquer ça. J'étais obligé d'être là. Le jeudi de l'Ascension, il est vendredi pour le club. C'est la promotion. Je pense que ce week-end-là, tu as été abreuvé de SMS de félicitations comme jamais. Et de suite, ça enclenche finalement sur un nouveau projet parce que la Nationale 1, ça n'a plus rien à voir avec la N2. Tu es déjà t'es dans l'antichambre du professionnalisme finalement. Et dès lors, comment est-ce que tu construis ou tu essaies de corriger ton effectif par rapport à ce championnat-là? C'est quelque chose qu'on voit fréquemment, par exemple, dans le football. Les joueurs qui ont assuré la promotion entre la Nationale et la Ligue 2, ils dégagent tous. On fait venir des vieux briscards, etc. D'autres essaient de trouver un nouvel équilibre. Comment est-ce que finalement tu as essayé de bâtir ce groupe?
Et il y a deux choses. Enfin, moi, j'ai vécu deux montées comme ça. Il y en a une, j'ai fait monter l'équipe et en fait, je suis parti à Saint-Brieuc et j'étais content que ce soit pas moi qui fasse l'équipe parce que c'est toujours des moments compliqués. Enfin, je pense à Boris Renaud par exemple, où c'est quelqu'un qui était l'enfant du club, qui avait commencé à jouer dans le club en poussin, qui fait partie de l'équipe, qui était l'un des meneurs de l'équipe pour monter en National 1. Et puis je pensais qu'il allait avoir du mal à jouer en National 1, donc il faut lui dire que vous n'allez pas le conserver. C'est des moments particuliers, c'est des moments où vous êtes obligé de sortir un peu du contexte simplement affectif. Et c'est encore plus marquant chez les filles, par exemple. Mais chez les garçons, il faut aussi il faut être à certains moments être capable de le faire. Parce que vous savez que entre la National 2 et la National 1, il y a un gouffre physiquement. Et les adversaires sont capables de tout de suite appuyer là où ça fait mal si vous avez une lacune dans votre équipe. Donc vous êtes obligé de faire des choix. Je parlais de Boris Renaud, ça a été l'un des premiers choix. Il y a un deuxième qui a été plus simple à régler parce qu'il venait de se faire une rupture du tendon d'Achille avec Guillaume Ramirez. Il y en a un qui a été compliqué à faire comme choix, c'est celui de Slobodan Otsokolic, qui était un joueur serbe qui avait été important dans la montée. Sauf que la dimension athlétique étant tellement différente entre la National 2 et la National 1, avec Yann Kaskil qui était sous contrat, on ne pouvait pas se permettre d'avoir deux joueurs intérieurs étrangers aussi peu verticaux. Yann est plutôt quelqu'un qui est au sol. Slobodan était aussi au sol. Il nous fallait quelqu'un qui ait une dimension aérienne beaucoup plus importante. Donc vous êtes obligé de faire des choix. Ce sont les mêmes problèmes au moment de l'ascension. C'est un petit peu plus, je ne vais pas dire plus simple à faire, parce que vous êtes sur une phase ascendante et vous faites des choix. C'est pas grave, je monte. Mais c'est des choix que vous avez à faire aussi en cours de saison. Enfin, tout à l'heure, on faisait référence au départ de Giovanni Schuller fin octobre, début novembre. On va y venir juste après. Voilà. Ouais. J'attends alors pour la suite alors. Voilà. Mais alors précisément, il y a quelque chose que tu viens d'évoquer. Il y a parfois des moments difficiles où tu dois te séparer d'un joueur que tu as connu depuis longtemps. Je relisais pour préparer cet entretien un petit peu Phil Jackson qui a sorti un ouvrage sur ces grandes méthodes pour gagner des titres. Et lui disait que un des aspects de son succès, c'est que derrière chaque basketteur, il essayait d'envisager l'homme, c'est-à-dire avec sa personnalité, ses forces et ses faiblesses. Alors j'imagine qu'encore une fois, il y a deux types d'entraîneurs. Il y a ceux qui vont considérer le basketteur et finalement considérer que tout ce qu'il y a après, ça relève pas de ses compétences. Ou de l'autre côté, finalement se dire oui, un joueur est là avec peut-être ses problèmes, etc., etc. Comment est-ce que tu navigues entre ces deux extrêmes? Phil Jackson, il est essentiellement coach d'hommes de basket masculin, qu'il ait l'idée de voir l'homme dans sa globalité est plutôt quelque chose de particulier dans le basket masculin, alors que les coachs d'hommes, enfin les coachs garçons, ont plutôt tendance à voir le coach du joueur de basket et pas dans la dimension globale. Alors que je viens du basket féminin et vous ne pouvez pas agir comme ça chez les filles. Vous êtes obligé de voir la personne dans sa globalité et donc ça m'a influencé aussi. J'ai peut-être commencé en faisant des erreurs, en regardant la joueuse simplement sur le plan basket. Et je me suis planté, et donc progressivement vous vous rendez compte que c'est vraiment c'est capital qu'en fait de voir la personne. Je vais vous donner un exemple particulier qui sera pas simplement sur le basket mais qui peut être dans la vie de tous les jours. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre secrétaire qui a des enfants, un de ses enfants est malade. Comment vous gérez le problème? Vous n'acceptez pas qu'elle ne vienne pas travailler parce que son fils est malade, ou au contraire vous aménagez son emploi du temps pour qu'elle puisse l'emmener chez le médecin par exemple. Et ça, c'est chez les femmes, elles savent très bien renvoyer l'ascenseur. Quand vous leur donnez la possibilité de les aider dans la vie de tous les jours, elles savent très bien renvoyer l'ascenseur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les garçons. Mais ça n'empêche que j'ai été tellement longtemps chez les filles que j'ai gardé cette logique-là. Et ça en fait des coachs un petit peu plus humains que consommateurs de joueurs, où ça va pas, je change. Les gens aussi, on fait référence au départ de Giovanni par exemple. J'étais le premier malheureux. Vous savez, quand couper un joueur
qui vous fout le bordel dans l'équipe, avec qui vous n'avez aucun relationnel sympa, c'est pas compliqué. Moi, ça m'est arrivé une fois de couper une joueuse à Mondeville. C'était une joueuse qui me faisait chier et voilà, ça se fait vite. Un gars comme Giovanni, c'est un gars, enfin Sam le connaît, c'est un gars qui était très proche des joueurs, qui était très proche des autres joueurs du club, des jeunes, et c'est plus compliqué parce que il ne méritait pas plus de partir que d'autres joueurs. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau, sauf que c'est moins compliqué de virer un Américain parce qu'il y en a d'autres sur le marché que virer un Français qui ne fait pas son job parce qu'il n'y en a pas et puis qui sont plus protégés par rapport à leur contrat. Donc voilà, ça a été une période compliquée. Il y a quelques jours où vous n'êtes pas très à l'aise. Et puis ça ne me ressemble surtout pas. Quand vous choisissez un joueur, mon idée c'est d'arriver à de faire en sorte que ce joueur-là, vous utilisiez les forces de ce joueur-là pour que même s'il a des faiblesses, on ne les voit pas. Et très tôt, je savais qu'il avait une dimension physique qui était un peu tendre par rapport à ses adversaires directs, mais on essayait de faire jouer l'équipe de manière un peu différente. L'arrivée de Bill Clark, par exemple, qui a pour la même taille fait 20 kilos de plus, a créé tout le décalage du manque physique qu'on avait. Maintenant, c'est devenu une force. Alors précisément, tu as évoqué le fait de couper un joueur, et ce sera le dernier extrait. Alors voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est la série Hard Knocks qui suit la pré-saison d'équipes de NFL. Sit. All right. I know. I let you down a little bit. Well. A lot. Well. You know, I understand what you're doing. You know, you got the message across clear the first day we met. Right. Not individually, even as a team. And I understood what you wanted from me and what you expected out of me. Especially after our talk, you know, with the having fun and with the media thing. And I apologize for embarrassing you, this organization, and my teammates. I appreciate that. I respect that. I know you're very passionate. I know you care about your profession. You know, and I hope you know that, you know, everything that I do, you know, to the best of my ability, I attempt to put some thought behind, you know, what we do. You know, whether it's how we practice, how we meet, how I deal with players, and I do my best not to, you know, fly off the handle and act irrational, and you know, it's just, I don't know that this is working for the benefit of you, me, the Miami Dolphins, or anybody else. And you know, I think you're a good person, and I trust me, I acknowledge people make mistakes, and nobody knows that more than me. And Coach, I've never been in trouble before. I know that. Ever. And I buy into your program, most definitely. Because after that talk we had, I was hushed from that point on. And I was going to stay that way the entire year. Yeah. I know. It's just, Dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est que le coach reçoit le joueur qui va se faire cutter. Et là, en plus, c'était plutôt sur des problèmes non pas sportifs, mais de comportement. Et ce qui est surprenant dans cet extrait, c'est qu'on a finalement un joueur qui est dans la compréhension, qui s'y attend et qui respecte, parce que finalement, il a conscience d'être dans un business, non pas au sens péjoratif, mais on va dire dans une relation professionnelle avec son club. Ça peut se passer un petit peu comme ça dans le cadre du basket, y compris au niveau national 1. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements de joueurs dans le basket. Ça se passe aussi simple que ça? Enfin, ça se passe comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. C'est que c'est plus professionnel chez les garçons que chez les filles. Chez les filles, l'affectif est beaucoup plus dominant que chez les garçons. Enfin, je fais référence à Slobodan Otsokolic, qui était en fin de contrat, mais à qui, alors qu'il vient de faire monter l'équipe, il faut lui dire qu'on ne va pas renouveler son contrat. J'ai fait référence à Giovanni Schuller, que l'on coupe en cours de saison. Ces deux personnes, c'est les deux derniers que j'ai en tête, ces deux personnes qui ont été très pros
Slobodan en me disant mais c'est un business, c'est normal, je suis en fin de contrat, vous avez été nickel, vous avez respecté vos engagements. Moi je serais bien resté parce que j'aimais bien la ville, parce que j'avais de bonnes relations avec les joueurs, les dirigeants, le coach. Mais ce sont des choix, vous savez, ça fait 15 ans, 17 ans qu'il était joueur professionnel, il a fait plusieurs clubs. Giovanni a été encore plus pro parce qu'il m'a même demandé à rencontrer les joueurs alors que je venais de lui annoncer à 11h le dimanche matin et que j'avais convoqué tous les joueurs à 18h pour leur dire. Et Giovanni m'a dit coach, est-ce que je peux voir tout le monde à un quart d'heure et il les a pris dans le vestiaire pour leur dire je pars, mais faites en sorte que ce soit pas pour rien et je resterai le premier supporter de l'équipe. Voilà. Et alors certes le club a fait les choses proprement en essayant de lui trouver une orientation derrière, sauf qu'il n'était pas obligé de faire les choses aussi professionnelles. Ouais, élégamment. Et ça, enfin, pour avoir discuté avec Philippe Da Silva, qui lui a 18 ans d'expérience chez les garçons et beaucoup d'expérience de joueurs coupés en cours de saison, c'était la première fois qu'un joueur avait ce comportement de gentleman, quoi, en fait. Alors justement, tu fais le choix sur motif sportif, hein. Tu disais qu'il était peut-être un petit peu frêle sous les panneaux, qu'il n'était pas assez clutch pour faire gagner un match. Donc ton choix il est là, et puis en même temps, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il était un élément important de la cohésion du groupe. Donc à un moment tu dois faire le choix. Est-ce que finalement le QT, ça va pas affecter une certaine forme d'équilibre? Est-ce que je vais pas perdre la confiance de mon groupe parce que j'ai dû me séparer de Schuller? C'est des choses qui sont rentrées dans ta décision. Et quand on décide, est-ce qu'on est seul ou qui tu mobilises pour faire ce choix très difficile? Tu en discutes avec ton président, avec Da Silva par exemple? Non, enfin, Philippe n'était pas du tout dans l'histoire. Avec le président, avec le directeur sportif et puis avec mon assistant. Je crois que ça sert à rien d'avoir trop de personnes à prendre ce genre de décision parce que ce sont des décisions compliquées. J'avais d'abord, parce que j'avais vraiment pas envie de le couper, j'avais toujours l'espoir d'arriver à faire jouer l'équipe et de la faire gagner, surtout parce que c'est ça le problème. Si on est arrivé je crois qu'on était à 8 matchs joués avec simplement 2 victoires, ou je sais plus si c'était 2 pour 10 ou enfin 8, je sais plus si c'était 8 matchs joués et simplement 2 victoires, je crois que ça devait être ça. Et en sachant que sur les défaites, il y en avait une qui était sur le buzzer et une qui était après prolongation. Si on avait gagné ces 2 matchs-là, probablement que Giovanni serait peut-être encore avec nous aujourd'hui. C'est pas le cas. Et puis j'avais réussi à repousser l'échéance parce que j'avais pas envie de le couper. J'avais eu une semaine supplémentaire et puis on voyait que l'équipe elle était en train de perdre confiance, y compris en Giovanni, parce que il était trop quelque part un bon partenaire, mais pas, tu disais, un clutch. Oui, c'était quelqu'un qui acceptait de prendre plus de responsabilités pour faire la décision, et c'est la grosse différence entre un Bill Clark qui a une plus grosse expérience que Giovanni, et Giovanni qui a une expérience du Portugal, par exemple, avec un championnat un peu moins fort, et où là, il peut être clutch, et en championnat de National 1, où il n'était pas, quoi, en fait. Alors, pour terminer cet entretien, tu as commencé ton intervention en disant qu'être entraîneur, finalement, c'était du management de projet et se fixer des objectifs. Là, on est à un mi-parcours du championnat. Alors, c'est quoi les objectifs de cette saison, et puis peut-être d'ores et déjà de l'année prochaine, ou est-ce qu'on vise une accession en Pro B, ce genre de choses? Mais de la même façon qu'on avait fixé à 2 ans l'objectif de monter de National 2 en National 1, on s'est fixé l'objectif de 2 ans pour monter de National 1 en Pro B. Déjà, se fixer 2 ans, c'est court, et ça donne peu de latitude ou à l'erreur ou à l'échec. L'objectif pour cette saison, c'était de jouer les playoffs, ça veut dire d'être classé dans les 8 premiers. À mi-parcours, on est à peu près où on avait envie d'être, malgré un début de saison compliqué. Je crois, personnellement, que les playoffs peuvent aussi nous amener à quelque chose qui peut arriver plus vite que 2 ans. Il faudra être au bon moment, au meilleur niveau, mais avec Bill Clark qui a un impact important sur le poste extérieur,
on est quand même craint par beaucoup d'équipes. Et c'est une chance que l'on a eue de récupérer un joueur qu'on avait ciblé au mois de juin, mais qui souhaitait jouer en Pro B à l'époque et qui avait des souhaits de salaire qui n'étaient pas dans notre budget. Et au mois d'octobre, là, on a eu la possibilité de le récupérer. Donc j'espère qu'on va continuer sur la même dynamique qu'on a enclenchée depuis début novembre, de manière à pouvoir participer aux playoffs. Parce que je pense que Blois véritablement finira premier pour monter et accéder enfin, puisque ça fait 3-4 ans qu'il loupe l'accession en Pro B. Et là, cette année, je pense qu'ils arriveront à le faire avant le Final Four. Il y a combien de clubs qui sont promus cette année? En fait, il y a toujours 2 équipes. Il y a l'équipe qui va finir premier de la saison régulière, qui montera en Pro B directement. Et puis après, il y a les playoffs qui donnera encore une place, puisque l'équipe qui accède ne joue pas les playoffs. Donc voilà, il y aura 2 équipes de National 1 à accéder en playoff, à accéder en Pro B. Merci beaucoup pour l'entretien.